Et salam alaikum, avant que la vidéo commence, n'hésite vraiment pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos si jamais si jamais l'investissement halal et la gestion de tes finances personnelles t'intéresse. Également, active la petite cloche pour recevoir justement les notifications des prochaines vidéos et pour ne rien manquer. Et également, si jamais le contenu que je partage te plaît, n'hésite vraiment pas à liker la vidéo pour que justement ce soit référencé à plus de personnes et comme ça plus de monde pourront profiter justement de ce que tu as trouvé bénéfique dans cette vidéo, Inch'Allah. Ok, top. Du coup, on va commencer. Comme le titre l'a indiqué, les 3 meilleures classes d'actifs justement à investir en tant que musulman. Et je vais t'expliquer également un petit peu plus en détail pourquoi c'est important et c'est justement bien d'investir dans ces classes d'actifs-là. Okay, donc on va commencer avec les actions. Donc les actions sont une très bonne classe d'actifs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une classe d'actifs justement en fait qui a eu la plus grosse croissance durant les 200 dernières années. Donc durant les 200 dernières années, la classe d'actifs des actions a fait entre 8 et 10% de manière annuelle. Et en fait, statistiquement, si jamais tu investis justement dans des actions à travers des fonds, par exemple des ETF, parce qu'il y a plusieurs véhicules d'investissement dans lesquels tu pourras investir en actions, parce qu'en fait, il y a 2 types qu'il faut distinguer. Il y a justement les actions individuelles qui vont être des actions un peu plus risquées. Enfin, ça va être un investissement en actions qui va être plus risqué. Pourquoi? Étant donné que tu vas investir uniquement dans une entreprise. Donc, il y a 3 risques inhérents justement à investir sur cette entreprise. Il va y avoir le risque sectoriel, le risque lié au temps, parce que tu sais pas quand tu vas acheter, et également le risque lié à l'entreprise en elle-même, si jamais elle est pas bien dirigée ou X ou Y. En fait, tu vas être vraiment focaliser tout ton risque sur une seule entreprise. Alors que si jamais tu investis dans un fonds d'investissement type ETF, type OPCVM, etc., en fait, tu vas diluer ton risque à travers une multitude de sociétés. Et donc, en fait, l'indice, du coup, on appelle ça un indice de référence. En fait, un ETF ou un OPCVM, ça va être des véhicules d'investissement qui vont essayer de répliquer un indice quand c'est en gestion passive. Bon, on va rester simple pour là. Nous, on va pas essayer de chercher de gestion active, on va juste rester sur la gestion passive ou de gestion alternative. Enfin bref, c'est un peu la même chose que la gestion active. En bref, du coup, on va rester sur la gestion passive. Et donc, sur la gestion passive, on va avoir des fonds qui vont essayer de répliquer des indices de référence. Donc, c'est quoi un indice de référence? Un indice de référence, ça va être un indice qui va contenir une multitude d'actions. Par exemple, je te donne un indice qui est extrêmement connu et que tu entends partout sur Internet, le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Ok? Et donc, c'est ça en fait, c'est classé par capitalisation boursière. Ça veut dire que la première entreprise, c'est la première capitalisation boursière des États-Unis en termes d'actionnariat. Et la dernière, c'est la 500, enfin la dernière du S&P 500, ça va être la 500e plus grosse capitalisation boursière des États-Unis, ok, en termes d'actions. Également, du coup, c'est de très bons ETF dans lesquels investir. Pourquoi? Étant donné que, en fait, quand tu investis dans un indice de référence, du coup, tu vas pas être en fait, le risque, les trois risques inhérents à investir justement dans cette classe d'actifs, enfin dans les actions individuelles, qui est l'une des seules une seule possibilité d'investir dans des actions, à moins que il y ait des ETF. Enfin, il y a 2 possibilités. Et donc, si jamais tu investis justement uniquement en actions individuelles, tu vas être il y aura 3 risques inhérents, comme on l'a vu juste avant. Et justement, si jamais tu investis dans des ETF, en fait, ces risques inhérents, ils vont être un petit peu balayés. Pourquoi? Parce que le risque lié au secteur, en fait, il va être balayé étant donné que tu auras plein de secteurs dans lesquels investir. Alors, bien sûr, il y aura des pondérations qui vont différer, mais les pondérations, elles sont évolutives étant donné qu'il y a un concept en fait, les ETF sont auto-nettoyants. Ça veut dire que, du coup, en fait, quand il y a un secteur qui marche beaucoup moins bien, par exemple, aujourd'hui, c'est l'IA, mais demain, par exemple, hier, ça a été, tu sais, tout ce qui était téléphone dans les années 2000, etc. Justement, je pense que, le S&P 500 avait une plus grosse pondération, justement, d'entreprises téléphoniques. Sauf que justement c'est plus le cas et donc forcément ça a shifté vers tout ce qui va être de l'économie plus en rapport avec la technologie et donc voilà, c'est pour ça que ça a shifté. Par exemple, pour donner un exemple de Nvidia avant il n'était pas du tout dans les plus grosses capitalisations, il n'était pas la première capitalisation justement déjà des États-Unis et du monde du coup et n'était pas la première capitalisation du S&P 500, ok? Donc voilà, juste pour un petit reminder, tu vois, un petit rappel, ça fait toujours pas de mal. Ensuite, du coup, pour les ETF, en fait, ça va être, du coup, le risque sectoriel va être différé, étant donné que tu vas investir dans plein de secteurs, le risque lié à l'entreprise également, étant donné que tu vas investir dans 500 entreprises littéralement. Je te mets l'exemple du S&P 500, mais après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a, par exemple, le CAC 40, il y a le Eurostock 50, etc. En fait, il y en a plein. On va rester sur le S&P 500 parce que c'est le plus simple, celui qu'on entend le plus souvent. Ça va comme ça, moi, tu sauras de quoi on parle, ok? Donc voilà, du coup, le S&P 500. Et donc, le risque lié à l'entreprise va être complètement annulé, étant donné que tu investis dans littéralement 500 entreprises, donc t'as pas trop ce risque, t'as pas ce risque-là. Et également au niveau du risque temporel, en fait, ça va être plus la manière dont tu vas investir plutôt que
en fait, dans quoi tu vas investir. C'est vraiment plus la manière, comment tu vas t'y prendre pour investir, plutôt que justement, là, investir dans quel véhicule. Ça n'a rien à voir. Il y a les classes d'actifs, ensuite il y a les véhicules d'investissement et ensuite il y a comment tu vas investir dans ces véhicules-là d'investissement ou dans ces classes d'actifs-là. Ok, parce qu'on va pouvoir voir également comment, on va voir aussi des modalités dans lesquelles on pourra investir dans des actions individuelles pour justement augmenter les risques. En fait, tu investis dans des actions individuelles pour augmenter les risques avec la poche de risque de ton portefeuille, ce qu'on appelle également les investissements alternatifs. Je sais pas si tu vois un petit peu tout ce qui est pyramide d'investissement. En fait, au top de la pyramide, tu vas avoir tout ce qui va être investissement alternatif, etc. Au milieu, tu vas avoir un petit peu tout ce qui va être ETF, fonds, etc. Tout ce qui va être des véhicules d'investissement un petit peu plus, un petit peu plus modérés, etc. Et puis, tout en bas de la pyramide, ça va être ton épargne, ta trésorerie, ton cash, extrêmement important. Mais beaucoup de gens sous-estiment cette dernière partie. D'ailleurs, on va enchaîner juste après avec les sous-coups et je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui va être la trésorerie. Ok. Donc, pour finir avec les actions. Les actions, du coup, tu as deux types pour faire un petit résumé. Donc, tu auras les actions individuelles et tu auras également les fonds type OPCVM ou ETF. Donc, tu auras toutes ces classes d'actifs-là. Et si jamais tu veux investir dans la classe d'actifs qui est les actions, mais sans les risques justement liés à cette classe d'actifs-là, et juste avoir la croissance structurelle justement du marché des actions des 200 dernières années, pardon, comme on l'a vu justement, comme je te l'ai expliqué juste avant qu'on commence la vidéo. Et justement en fait ça va se passer au niveau des fonds et des OPCVM, etc. Mais vaut mieux rester sur les ETF, ça va être les moins chers parce que tout ce qui va être OPCVM, tout ce qui va être ça va être assez cher, mais après faut faire des comparaisons. Enfin bref, après ça faut faire ça du diligence bien sûr. Mais voilà, si jamais on prend par exemple un ETF, ça va te permettre justement d'investir de manière structurelle sur le long terme, sur la classe d'actifs qui est les actions. Donc ça va te permettre d'avoir les 8 à 10% que justement ils ont fait durant les 200 dernières années. Ok, donc voilà, c'était pour les actions. Maintenant on va passer aux sous-coups. Ultra important les sous-coups. Pourquoi? On va dire que les sous-coups, ça va être vraiment la manière de faire fructifier ton cash sans riba, de manière un petit peu moyen terme, même court terme, plutôt court terme, court moyen terme, parce que moyen terme c'est un peu plus long quand même, plutôt court terme, et te permet d'avoir du cash liquide qui fait fructifier sans riba et qui se fructifie, donc c'est top. Et en fait la manière dont tu vas t'y prendre, c'est d'utiliser des sous-coups. Donc les sous-coups, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si tu vois ce que c'est des obligations. Donc une obligation, c'est un titre de créance, donc c'est une dette. Typiquement, j'aime bien cette image-là. Toi, quand tu vas à la banque et que tu vas demander un crédit, tu vas demander une dette justement. Et en fait, dis-toi que c'est un peu l'inverse d'un crédit hypothécaire. Donc en gros, un État va émettre une dette et toi tu vas acheter cette dette et du coup l'État va te devoir 3%. C'est comme quand la banque te fait un prêt, et justement là tu dois 3% à la banque, sauf que c'est elle qui les reçoit. Donc c'est à peu près la même chose. Donc tu achètes un coupon et ensuite tu vas recevoir des intérêts de manière trimestrielle ou alors de manière semestrielle. En fait ça va dépendre, mais généralement c'est trimestriel. Et tu vas recevoir les intérêts et ensuite à la fin tu as le remboursement du capital. Ok, donc c'est ça vraiment une obligation pour vraiment faire en gros, pour pas rentrer dans ce qui va être le taux nominal, etc. Mais voilà, pour faire en gros, c'est ça une obligation. Et un sukuk, qu'est-ce que c'est? Comment ça va différer d'une obligation? Qu'est-ce qui rend un sukuk halal intrinsèquement? En fait, un sukuk, qu'est-ce que ça va être? C'est une méthode de financement au même titre justement qu'une obligation, parce que le but justement de émettre de la dette, ça va être de financer pas mal de choses, que ce soit la dette publique, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, tout ce qui est être hôpitaux, etc. Mais en fait, un sukuk, ça va avoir le même but, sauf qu'en fait, ça va être vraiment peg, ce qu'on appelle adossé à l'économie réelle. Ok, donc en fait, quand tu vas avoir un sukuk, en fait, le sukuk, par exemple demain, on va faire un exemple. Demain, l'Arabie Saoudite veut financer un hôpital. Ok, elle va émettre un sukuk sur le marché, et donc ce sukuk là, en fait, il va avoir un coupon qui va être lié justement, par exemple, à l'activité économique de l'hôpital. Ça va dépendre du contrat, justement, du type de sukuk que tu vas mettre, le contrat que tu vas mettre. Par exemple, il y a des sukuk type El-Ijara qui va être des sukuk de location, des contrats de location. Et donc, ces contrats de location-là, en fait, l'avantage de ces contrats de location, c'est que, en fait, ça va être directement tout ce qui va être le bénéfice de l'entreprise ou alors le loyer que l'hôpital, de l'entreprise de l'hôpital, on reste toujours sur l'hôpital, pardon. Le loyer que l'hôpital va devoir justement, la personne qui a construit, donc les investisseurs, ceux qui détiennent le sukuk. Et en fait, quand tu investis dans un sukuk, quand tu investis dans une part de sukuk, tu détiens réellement une part de l'hôpital. Et c'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre une obligation et justement un sukuk. Tu détiens réellement ce qu'il y a. Toi, tu détiens réellement le sous-jacent, justement, que l'État souhaite se faire financer. Et également, les coupons, en fait, c'est pas du riba, mais ça va être justement lié à l'économie réelle et à l'activité économique du sous-jacent. Ok? Donc, j'espère que c'était clair. De toute façon, n'hésite pas, il y a les commentaires. Hein.
si jamais tu as une question, n'importe quoi, n'hésite vraiment pas à aller en commentaire, tu me la poses et puis j'essaie d'être assez réactif. Bon, des fois ça peut prendre quelques temps, mais j'essaie d'être au plus réactif, donc n'hésite vraiment pas à poster tes questions dans les commentaires, ok? Ensuite, du coup, au niveau des sous-cooks, voilà. Et donc en fait, les sous-cooks, j'espère que tu as compris un petit peu comment ça fonctionnait. Donc c'est une méthode de financement où ça va vraiment être adossé à l'économie réelle et où les coupons vont soit être justement des locations, soit tirer des bénéfices de l'hôpital, ou alors c'est directement également tout ce qui va être à la vente, donc type murabaha ou alors des musharaka, etc. Ça va vraiment dépendre, ok. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va avoir, ça va être justement comment investir en sous-cook, nous en tant que particuliers. Et en fait, quel est l'intérêt plutôt d'investir en sous-cook pour les particuliers? En fait, nous en tant que particuliers, on va investir dans des sous-cooks. Et par exemple, il y a des sous-cooks à différentes maturités. Donc il y a des sous-cooks à maturité de 4 mois, et des sous-cooks à maturité de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Comme les obligations. Et en fait, justement, nous, investir en sous-cook, nous, ça va nous permettre de faire fructifier notre argent, notre trésorerie. Donc tu l'as fait fructifier à court terme, genre sur 4 mois, sur 5 mois. Et donc ça va nous permettre d'avoir du cash disponible à court terme. Et en fait, du cash qui, en fait, dans ton portefeuille d'investissement, donc dans ta pyramide, comme je te disais tout à l'heure, tu as la partie basse qui est l'épargne. Et donc c'est la trésorerie. Donc cette trésorerie-là, tu vas pas les laisser en cash parce que il y a, comme tu le sais, l'inflation qui ronge ton pouvoir d'achat et qui fait perdre en valeur ton cash justement que tu as en banque. Et ben ce cash-là que tu as en banque, tu vas le mettre en sous-cook, enfin une partie, tu vas faire une gestion de trésorerie, on appelle ça. Donc tu vas allouer par exemple une partie en sous-cook, une partie dans telle banque, etc. En fait, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre de ta situation et ça va dépendre également de ce que tu veux faire de ton cash. Et donc une fois que tu as justement ce sous-cook là, pardon, excuse-moi, et ben en fait tu vas une fois que tu as ce cash là, tu investis dans un sous-cook, par exemple sur une maturité de 4 mois et tu vas être rémunéré à peu près généralement c'est entre 2 et 4%, ça va vraiment dépendre, c'est entre 2 et 4%. Et en fait ça va dépendre étant donné que en fait c'est pas fixe à un taux d'intérêt, c'est pas fixe à le taux d'intérêt justement des banques centrales, mais ça va être justement lié à l'activité économique justement du projet. Donc ça va vraiment dépendre, ça va être décorrélé totalement de tout ce qui va être voilà, tout ce qui va être le système ribawi, etc. Des banques. Ok. Donc niveau justement sous-cook, une fois que tu l'as, en fait, tu vas être rémunéré grâce justement aux activités économiques réelles, comme je le viens de le dire. Et donc justement, ce sous-cook-là, après, tu vas être remboursé de ce sous-cook-là, ok. Et donc justement, une fois que justement il atteint sa maturité, ok. Donc l'hôpital va être revendu et donc justement l'argent va permettre de rembourser les investisseurs. Et après, au niveau, ça va vraiment différer en fonction justement de justement du type de contrat. Par exemple, il y a des contrats où tu vas vendre et justement en fait le fait de vendre c'est ça qui va payer justement les coupons du sous-cook. Il y en a d'autres, ça va être justement de la location, donc ça va être des revenus réguliers. Enfin bref, ça va vraiment dépendre, mais juste voilà, en fait quand tu prends justement un sous-cook, tu vas être rémunéré. Si jamais tu prends un sous-cook sur 4 mois par exemple, généralement c'est ce que je conseille pour la bonne gestion de trésorerie. Tu prends un sous-cook sur 4 mois et ensuite tu attends la maturité. Paf, une fois que tu as la maturité, paf, tu vends et enfin tu vends pas, enfin tu auras la maturité et puis voilà, paf, t'as l'argent et puis ça te permet de vraiment bien gérer ta trésorerie à ce niveau-là, ok. Donc voilà, c'était à peu près tout pour les sous-cooks. Maintenant, tu sais quel intérêt justement investir dans les sous-cooks. Qu'est-ce que c'est un sous-cook? C'est quoi la différence avec une obligation? Donc je pense qu'on n'a pas fait le tour. J'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet parce que littéralement on pourrait parler de sous-cooks pendant des heures. Mais voilà, ok. Ensuite, on va finir avec la troisième classe d'actifs qui va être les crypto-monnaies. Donc en fait, en crypto, faut savoir que il y a Bitcoin et il y a les autres, ok. Je crois qu'il y a une statistique qui dit que 97% justement des cryptos qui ont été créés en 2020 ou 2017 n'existent plus aujourd'hui. Donc c'est gigantesque. En fait, il faut rester sur les fondamentaux qui sont solides. Et donc, si jamais tu veux vraiment rester sur un fondamental qui est très solide et qui est prédictible, surtout, ça c'est important, qui est prédictible, donc avec des petites stratégies, etc. Je te conseille vraiment Bitcoin. Tu vas sur Bitcoin et en fait c'est très simple de prédire les bull runs, les bear markets. C'est pas très compliqué. Et donc en fait, tu vas sur lui et puis tu investis dessus sur Bitcoin. Il y a plusieurs méthodes. Soit tu as des stratégies qui sont éprouvées et que tu sais qu'elles marchent et donc tu investis grâce à ces stratégies-là en bear market et ensuite tu revends quand on arrive au top du bull market. Ok, ou alors tu fais un DCA mensuel sur Bitcoin. Moi, j'aime pas trop cette stratégie. Pourquoi? J'avais déjà expliqué, mais je vais leur expliquer là. J'ai déjà fait une vidéo si jamais tu veux voir un petit peu ma stratégie au niveau de Bitcoin. Enfin bref. Moi, je l'aime pas. Pourquoi le DCA? Tout simplement, en fait, parce que tu vas te manger les moins 80% de la baisse de Bitcoin. Et justement, en fait,
vu que notre objectif c'est vraiment une poche de risque, en fait c'est d'ajouter de la performance à notre portefeuille, pardon. C'est pas de rester tout le temps dans le marché comme on pourrait le faire sur un ETF. Alors bien sûr, parce qu'il y a un concept fondamental qu'il faut respecter, c'est le time in the market, c'est mieux que timing the market. Donc quand tu essaies de timing the market, ça veut dire quand tu essaies de timing the market, en fait, il faut quand même rester dans le marché parce que c'est super important, c'est un des concepts fondamentaux de Warren Buffett. Donc il faut respecter, je veux dire à partir d'un moment où Warren Buffett te donne des conseils, il faut appliquer. Donc voilà, c'est vraiment rester dans le marché qui est ultra important. Et donc c'est le concept fondamental qu'il faut que tu retiennes quand tu investis en Bitcoin. Voilà, donc il faut que tu restes quand même dans le marché. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est choper le bear market, t'investis dedans en DCA pour choper vraiment la moyenne du prix de bear market. On n'essaie pas de choper le tout dernier, le tout bottom, parce que ça c'est impossible de chercher la licorne qui va faire fois 1000 parce que tu as chopé le plus bas du marché, etc. Et voilà, et voilà, du coup, tu prends le DCA, tu prends la moyenne du plus bas, et ensuite, voilà, t'attends ta petite hausse, tu fais ton 200, 300, 400% parfois, et ensuite tu vends, paf, et tu vends 50%. Et en fait, une fois que tu as vendu 50%, ça va te permettre de quand même rester dans le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de vendre 50%, en fait, ça va te permettre de rester dans le time in the market, ça va rester dans le marché. Et donc, tu vas pas faire que du timing the market, mais tu vas également être dans le marché. Donc, tu vas profiter également de la croissance structurelle de Bitcoin. On en revient toujours au même terme, donc la croissance structurelle des ETF, des actions, du marché des actions, et là, du marché des cryptos. Donc, la croissance structurelle, justement, de Bitcoin. Et c'est également ça qu'on cherche avec les autres 50% qu'on laisse dans le marché. OK? Donc, c'est également pour ça que, justement, on investit également qu'on vend justement 50%. Ok. Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur les autres. Donc là, j'ai fait le focus sur Bitcoin. Je t'ai dit un petit peu comment je vois les choses au niveau de Bitcoin et au niveau des avis juridiques sur les cryptos. C'est vrai que j'y ai pas parlé. Mais également sur Bitcoin, en fait, les avis juridiques, les efforts de réflexion des savants, ils sont quasiment exclusivement réservés à Bitcoin. Vraiment, j'ai vu très peu d'avis juridiques qui parlaient des autres. Alors j'en ai vu, bien sûr, ce serait mentir que de dire que j'en ai pas vu. Mais généralement, c'est vraiment, on focus d'abord sur Bitcoin, ensuite on voit les autres. Et donc aujourd'hui, on a pas mal beaucoup d'avis juridiques justement qui autorisent Bitcoin et qui apporte justement beaucoup de preuves, qui a un vrai effort de réflexion de la part des savants. Et donc, c'est pour ça qu'on est à l'aise à investir dans Bitcoin. Si jamais tu veux justement les avis juridiques, écris-le-moi en commentaire. Comme ça, je vais faire une vidéo complète sur les avis juridiques en islam au niveau des actions, des cryptos, etc. Enfin, après, c'est vraiment les deux seuls domaines où il y a vraiment besoin d'avis juridiques parce que le reste, en fait, il n'y a pas vraiment trop de questions là-dessus. Les soukouk, c'est une classe d'activité islamique. Donc, voilà, il n'y a pas de conditions pour que ce soit halal. Également, au niveau de l'immobilier, il faut juste pas faire de riba, pas faire de crédit, mais ça, c'est assez évident. Enfin, bref. Donc, voilà. Au niveau, si jamais tu veux que je fasse cette vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ok? Donc, voilà, pour focus un petit peu sur les autres également. Donc, déjà, l'avis juridique il n'y a pas un consensus ni de vrai beaucoup d'efforts de réflexion de la part de pas mal de savants, ok? Il y a pas ça. Mais du coup, pour investir, en fait, et un concept en investissement, en fait, la plupart des gens essaient de chercher la licorne qui va faire x1000, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, personne la trouve. C'est typiquement impossible de trouver la licorne qui va faire x1000 dans, je sais pas, les 5 années à venir. C'est pas possible. Et dites-vous, j'ai parlé avec des personnes, avec une personne qui fait justement du venture capital, donc il achète des sociétés, il crée les sociétés carrément lui de très basse capitalisation boursière et ensuite il les amène vers le stage A justement, pour ceux qui connaissent de justement tout ce qui va être venture capital, donc tout ce qui va être le private equity. En fait, il va les vendre en stage A, il va faire des gros profits. Enfin bref. Et même lui, il croit pas en la licorne. C'est pour ça justement qu'il s'arrête en stage A et qu'il va pas chercher jusqu'à l'IPO. Pourquoi? Parce que il y croit pas. Et donc, dis-toi que si des gens qui font justement des millions grâce à ça ne croient pas en la licorne, pourquoi toi tu croirais en la licorne alors que c'est leur métier actif? Alors toi, en tant que passif, c'est-à-dire en tant que personne qui utilise sa trésorerie, ce qu'il a de côté pour justement investir, pour pouvoir construire une retraite, pour pouvoir vraiment, pour pouvoir subvenir à ses besoins, etc. quand il pourra plus travailler, ou alors pour des objectifs de hijra, de n'importe quoi. En fait, toi, t'as pas intérêt, toi, à chercher la licorne, justement. Parce que, justement, c'est pas dans ton intérêt de trouver la licorne, mais c'est justement dans les gens qui créent des mêmes coins, qui font x1000 et ensuite qui font à moins 99% juste après, et ensuite qui ferment boutique. C'est dans leurs intérêts, ceux qui, justement, font ça, je sais plus, c'est pump and dump, ceux qui font du pump and dump sur les cryptos, etc. Toi, ce que tu veux faire, en fait, c'est pas ça, c'est pas trouver la licorne. Parce que, il y a une chance sur 1 million que tu fasses vraiment un bon coup en crypto. Et vraiment, 1 sur 1 million, c'est optimiste. Vraiment, je t'assure. Ok?
Donc voilà, juste pour un petit peu te sensibiliser sur le fait que si jamais tu essaies de trouver la licorne, tu vas juste te manger un moins 80%, moins 90%. En fait, tu vas perdre tout ton investissement initial. En fait, vaut mieux pas chercher des gains irréalistes, mais chercher voilà un 10%, 12%, 13% annuel, tu vois, un truc réaliste, mais pas chercher du 17, 23% annuel qui est totalement irréaliste et ça sera rien de vendre du rêve, ok? Donc c'est pour ça que voilà, ce que je te dis c'est pertinent. Et donc voilà, ne va pas chercher les licornes, reste uniquement sur Bitcoin si jamais tu veux t'exposer aux crypto-monnaies, ok? Et peut-être éventuellement tu as tout ce qui va être Ethereum, etc. Mais en fait, moi j'aime pas proposer ce genre de produit d'investissement, tout simplement parce que il n'y a pas assez d'avis juridiques les concernant. Donc moi je préfère m'en écarter et rester uniquement sur sur une crypto qui a le plus d'avis juridiques et le plus justement qui a le plus eu d'efforts de réflexion de la part des savants. Ok? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a vraiment plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires si jamais elle t'a plu. Également t'abonner, te liker, etc. Tout le tralala. Et également n'hésite pas à la partager. C'est vrai qu'on le fait pas souvent. Même moi, hein, je le fais pas souvent. Je suis le premier. Mais en vrai, partager une vidéo, en fait, ça fait pas de mal et en fait, ça peut aider vraiment une personne. Et en fait, elle pourra s'y retrouver, elle pourra vraiment apprendre à investir. Donc vraiment, en fait, si jamais tu as une personne en tête qui tu penses que cette vidéo pourra lui être profitable, moi je t'invite à lui envoyer. Et en fait, comme ça, moi, elle va pouvoir justement avoir des connaissances en plus grâce à toi. Et ce sera une bonne action que tu auras faite, Inch'Allah. Ok, top. Du coup, moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.